On était juste une bande de gamins. Et maintenant, on fait partie de cette industrie à 1 milliard de dollars. C'est complètement dingue. Après les 3 mois, on a levé 3 millions de dollars. Un an après, on a levé 10 millions de dollars. Un an et demi après, on a levé 66 millions de dollars. Ici, on vit déjà dans le monde de demain. On invente les choses ici. Certains disent, j'ai payé 5 millions de dollars pour mon appart, je ne devrais pas voir des pauvres en bas de chez moi. Ils n'ont même pas le droit de s'asseoir dans la rue entre 7h et 23h. Bonsoir et bienvenue dans Enquête exclusive qui est ce soir sur les hauteurs de San Francisco, cette ville toute illuminée que vous apercevez derrière moi. C'est dans la baie de San Francisco que les célèbres GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple ont choisi d'établir leur siège social. C'est ici, en somme, que s'invente le monde de demain, dans les startups, mais aussi chez les géants du net. Quelques 70 000 Français vivent à San Francisco et participent au sein de la Silicon Valley à cette incroyable aventure. Quelques-uns d'entre eux sont devenus des acteurs de premier plan de la net economy. Ils ont accepté de nous ouvrir les portes de leurs entreprises, de nous faire partager leur destin, leur joie et leur déception. San Francisco, la ville où s'invente le monde de demain, c'est un document signé Antoine Dufeu pour Cat & Compagnie et Enquête exclusive. Au cœur de San Francisco, dans le quartier d'affaires de Soma. C'est ici que se sont donné rendez-vous ce soir-là les riches habitants de la ville. Ce soir, c'est l'inauguration du 181 rue Fremont. C'est le nouveau gratte-ciel de luxe de San Francisco. Ça va être une super soirée. Joel Goodrich a 60 ans. C'est le roi de l'immobilier à San Francisco. Il est spécialisé dans les propriétés de très grand luxe. Cette tour d'habitation est la plus haute de toute la côte ouest des États-Unis. Elle fait 250 mètres de haut et compte 54 étages. L'agent immobilier est invité à son inauguration. Venez tout le monde, le discours va commencer. Pour l'occasion, la bonne société de la ville s'est donné rendez-vous autour du champagne et des petits fours. Et félicitations! Merci. Cette journée est vraiment très excitante. C'est incroyable. Il n'y a pas un appartement dans l'immeuble à moins de 6 millions de dollars, réservé aux très très riches. À San Francisco, il y a les grandes familles historiques de la ville, très impliquées dans la vie culturelle. Mais il y a aussi beaucoup de gens du monde de la tech, des grands patrons et des jeunes créateurs de start-up. Ce qu'achètent les clients, c'est cette vue imprenable sur la baie de San Francisco. Une des plus belles du monde, avec ses ponts vertigineux et son trafic maritime. L'immeuble est devenu la coqueluche des businessmen 3.0. C'est le cas de Bob Pritt et de son ami. Il dirige un fonds d'investissement spécialisé dans la haute technologie. Waouh, quelle vue! On arrive même à voir les avions qui décollent de l'aéroport d'Oakland. On voit tout ce qui se passe sur la baie. L'acheteur paye pour voir San Francisco sous tous les angles, et aussi pour le standing. Les 40 premiers étages sont réservés pour les futurs bureaux d'Instagram. Et juste à côté, Facebook a réservé l'immeuble entier. Il y a beaucoup de jeunes gens, beaucoup d'activités. C'est vraiment un super endroit. Il y a 103 milliardaires actuellement dans la région de San Francisco. Et dans le top 10, il y en a 7 qui sont des patrons de la haute technologie. San Francisco, c'est la plus connue des cartes postales des États-Unis. Qui ne connaît pas le pont suspendu du Golden Gate Bridge? Le skyline du centre-ville, avec son gratte-ciel en forme de pyramide. Ou Alcatraz, l'île prison aujourd'hui désaffectée et reconvertie en musée.
San Francisco, c'est aussi les fameuses rues en pente qui font le bonheur des touristes. Un quartier hippie, devenu le symbole des années 60. Des plages de surfeurs à 2 pas des bureaux. La ville se revendique yoga, vegan, cool, ganja-friendly. Ça, c'est pour les animaux de compagnie, pour les chats, pour les chiens. Et Castro, son quartier gay, est connu dans le monde entier. Mais aujourd'hui, tout a changé. Si la ville est célèbre, c'est qu'elle est devenue une capitale technologique, où s'invente le monde de demain. Mais qu'est-ce qu'ils font ces mecs? Ils ont créé le site internet le plus visité au monde, mais personne ne les connaît. C'est ici, dans un rayon de 50 km dans la Silicon Valley, que sont nés les géants du net, Google, Apple, Facebook. Les babacools ont cédé la place aux ingénieurs et aux golden boys. Ici, un bon ingénieur, c'est facile 200 000 $ par an. Les entrepreneurs les plus fantasques font fortune en quelques années. Regardez ça, c'est le trône de Toutankhamon. Les salaires sont devenus fous et les carrières peuvent décoller en quelques mois. On a levé 3 millions de dollars. Bon, un an après, on a levé 10 millions de dollars. Un an et demi après, on a levé 66 millions de dollars. Mais sur ces trottoirs, c'est la ville des États-Unis qui concentre le plus de misère au mètre carré. Quand ils deviennent violents, je dois me protéger, partir et appeler la police. Excusez-moi, je vais vous demander de reculer. Enquête dans la capitale 3.0 des États-Unis. À Oakland, une ville de banlieue de l'autre côté de la baie de San Francisco, il est 8h30. Joachim est ingénieur et français. Il démarre sa journée. Né à Montreuil, en région parisienne, il y a 30 ans, il a débarqué à San Francisco en 2008, après des études d'ingénieur. Il a dû s'installer dans cette banlieue excentrée et bohème. Il n'a pas eu le choix. Les prix des apparts sont très chers à San Francisco, location surtout, c'est vraiment hors de prix. Ici à Oakland, c'est un peu mieux. Du coup, il y a beaucoup de gens qui travaillent à SF qui ont fait l'exode à Oakland. Chaque matin, il en a pour 30 minutes de métro. Autour de lui, beaucoup de jeunes informaticiens qui n'ont pas les moyens de vivre en centre-ville. Destination, le quartier de Soma, le nouveau quartier d'affaires de San Francisco. C'est ici que se trouvent la plupart des entreprises de technologie les plus récentes. Pinterest, Twitter, LinkedIn. Joachim, lui, travaille chez Twitch. C'est ici, c'est là que je bosse. On peut le voir. C'est notre petit logo là en plein milieu de SF. Twitch, ce nom ne vous dit peut-être rien. C'est le leader mondial des sites de vidéos en streaming. Ce géant du net vient tout juste d'inaugurer ici son tout nouveau siège social à la place de l'ancienne bourse de San Francisco. Un bâtiment tout en verre et en acier, de 9 étages, que les touristes viennent prendre en photo, jusque dans le hall d'accueil. Le bâtiment abrite 1000 employés. Salut tout le monde. Moyenne d'âge moins de 30 ans, look totalement libre. On peut même venir travailler avec son animal de compagnie. Elle a peur de la caméra, on dirait. On y travaille dans de grands open space, décorés de bandes dessinées et d'écrans vidéo. Au rez-de-chaussée, il y a 4 salles de jeu. À disposition un peu partout dans les bureaux, des boissons fraîches et des barres chocolatées gratuites.
Comme dans la plupart des startups de la ville, la cantine elle aussi est gratuite, même le week-end. Donc voilà, plus comme ça je perds pas de temps comme je suis un peu tard le matin. Je me prends juste un comme ça. Celle-là c'est jambon fromage, une tuerie. Incroyable. Hop, prends ça. C'est vrai qu'ils font tout pour que tu restes le plus longtemps au boulot possible. Beaucoup de gens en fait déménagent à San Francisco pour travailler dans une de ces boîtes. Et souvent c'est des jeunes, il y a souvent célibataires. Ils passent la plupart de leur temps au boulot. Évidemment, ils ont tout ici, ils ont des potes, ils peuvent jouer, ils peuvent manger. Dans leur maison, leur frigo il est vide. San Francisco est depuis les années 60 une ville pionnière pour l'égalité des sexes et la liberté sexuelle. Une culture que l'on retrouve jusque dans les toilettes de l'entreprise. On juge personne ici, donc si t'as pas envie de choisir homme ou femme, t'as une troisième solution. Comme ça, tout le monde est content. Joachim travaille au 8e étage, l'étage des ingénieurs. Alors, le matin, je fais un effort, je ne m'assois pas tout de suite. Ça, c'est un petit luxe qu'on a ici, c'est qu'on peut choisir de bosser debout ou assis. Et il paraît que c'est bon de bosser debout. Je vais me faire ça un peu le matin. Parmi ses collègues, un peu tous les genres. Et toutes les nationalités. Tout le monde vient d'un peu partout. Espagne, Canada, Portugal. Et toi, tu viens d'où, au fait? Ah, je m'attendais à celle-là. Pakistan. Pakistan, there you go. And, un Américain. Twitch est un site internet qui permet de regarder des joueurs en train de jouer à des jeux vidéo. Ces joueurs, on les appelle les streamers. Chaque joueur a sa propre web TV. Et voilà à quoi ça ressemble. Plein écran le jeu lui-même. Et dans le coin à gauche, le joueur en train de jouer. Yeah, c'est bon ça, j'adore. J'adore ça. Le joueur se met en scène et commente ses exploits. Pour faire partie de sa communauté, les fans doivent payer un abonnement de 4,99 $ par mois. En plus, Twitch glisse sur ses chaînes de la publicité. Une mine d'or pour le joueur. Mais c'est quoi ça? Mais surtout pour la compagnie. Non mais t'es sérieux toi? Qui perçoit plus de 60% de ses recettes de pub. Twitch revendique 50 millions d'abonnés à travers le monde. Le site est aujourd'hui incontournable parmi la génération des 15-35 ans. L'homme qui a créé cet empire du jeu nous donne rendez-vous autour d'un joystick. Il s'appelle Kevin Lin, il a 36 ans et il est en plein combat de Street Fighter avec son directeur des relations publiques. Je laisse gagner parce que c'est le patron. Vous pensez que je joue comme ça d'habitude? On essaye de faire en sorte que les employés aient tout ce dont ils ont besoin. Ils peuvent jouer à n'importe quel jeu s'ils le veulent. Il y a des arcades, plusieurs consoles et plein de vieilles consoles sur lesquelles on peut jouer à Super Smash Bros par exemple. C'est un jeu très populaire ici. On entend le bruit des manettes quasiment toute la journée. La firme est à l'avant-garde du management 21e siècle. Kevin Lin n'a pas de bureau attitré. On va au 6e? Et pour répondre à notre interview, venez avec moi. Cela se passe dans une simple salle de réunion, au milieu de ses équipes. Je suis venu à San Francisco en 2006 pour travailler pour une société de boissons. J'ai fini par travailler dans la technologie. C'est là que j'ai rencontré Justin, Emmett et Michael. Et on a créé Justin TV. Twitch, c'est l'histoire de 4 copains passionnés de jeux vidéo. Kevin Lin est le second à droite. Pour s'amuser, il filme et diffuse en direct sur Internet les parties du meilleur d'entre eux, Justin Can. Leur web TV s'appelle Justin TV. Le succès est immédiat dans le milieu des joueurs. Salut à tous, c'est Rachel. J'ai derrière moi l'équipe de Justin TV.
Toutes les personnes qui jouent en ligne connaissent Justin TV. On a eu l'idée de créer une pause publicitaire. Le joueur n'a qu'à appuyer sur un bouton pour faire une pause dans son jeu s'il doit aller manger ou autre. De la publicité apparaît alors sur sa chaîne et il gagne de l'argent grâce à ces pubs. Le joueur n'est pas le seul à gagner de l'argent. Kevin Lin nous raconte la suite au tableau. En 2011, Justin TV devient Twitch. Kevin Lin et ses copains commencent à jouer dans la cour des très grands. Un article a montré que le site de Twitch avait plus de visites chaque jour que des sites comme Amazon, Apple, Netflix et HBO. Alors tout le monde s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils font ces mecs? Ils ont créé le site internet le plus visité au monde, mais personne ne les connaît. Et ça a mis un coup de projecteur sur notre société. Ensuite, des grosses compagnies nous ont approchés pour nous racheter. Google, Amazon. Pendant plusieurs mois, Twitch va faire monter les enchères entre les candidats. En août 2014, c'est finalement le leader de la vente en ligne qui emporte la partie, pour la somme de 970 millions de dollars. Vous vous rappelez le jour où vous avez reçu le mail d'Amazon qui vous proposait 1 milliard pour vous racheter? Je n'aurais jamais imaginé ça. C'était très étrange, c'était fou. On ne s'y attendait pas. Notre société diffuse du contenu uniquement sur les jeux vidéo et nous avions l'ambition de toucher un public plus large. Amazon est une société grand public qui cherchait à pénétrer dans le business du jeu vidéo. Ce mariage avait du sens. Au bout d'un quart d'heure montre en main, fin de l'interview. Rendez-vous est pris pour le lendemain, au TwitchCon, un festival annuel des utilisateurs de Twitch organisé par la compagnie. Nous sommes à quelques kilomètres de San Francisco, à San José. Dans la file d'attente, certains sont déguisés en héros de jeux vidéo. Pendant 2 jours, tous les ans, 50 000 utilisateurs de Twitch viennent ici jouer et rencontrer leurs idoles, les joueurs professionnels. Pour Joachim, l'ingénieur français, c'est un moment qu'il ne manquerait à aucun prix. C'est l'occasion, une fois par an comme ça, pour les viewers, en fait, de rencontrer leurs idoles qui regardent tous les jours sur leur téléphone ou sur l'ordi. Et c'est assez magique de finalement les voir en chair et en os et de pouvoir partager un petit moment avec eux. Il faut s'inscrire et faire la queue parfois 1 heure pour avoir le droit de passer 1 minute avec son joueur favori. Cette jeune femme s'appelle Ava GG. Voilà sa web TV. La voilà quand elle joue. Et voilà comment elle se met en scène. Elle affiche 355 000 followers. Le divertissement, c'est un business. Certains vont s'en sortir très bien, d'autres essayent et n'y arrivent jamais. Il faut de toute façon beaucoup travailler. Mais tout le monde ne peut pas devenir riche sur Twitch. Combien d'argent gagnez-vous chaque mois grâce à Twitch? Non, je ne veux pas parler de ça. Ce que nous apprendrons, ce sont les gains de ce joueur aux cheveux fluo. Le joueur numéro 1 au monde, 12 millions de followers. Il a 27 ans et gagne près d'1 million de dollars par mois en jouant devant les caméras de Twitch. Vous êtes 2 millions à me regarder en direct en ce moment. Vous êtes incroyable. Devenu une star grand public, bien au-delà des amateurs de jeux vidéo, c'est lui qui anime cette année le show annuel du Nouvel An sur Times Square, à New York, un événement normalement réservé aux grands noms du showbiz. L'homme qui est derrière ce business, lui, passe totalement inaperçu. Incognito, Kevin Lin, le big boss, vient faire le tour du propriétaire. Et au passage, saluer quelques vieilles connaissances. Tiens, c'est un cadeau pour toi. Oh mon Dieu, merci beaucoup. Kelly stream sur Twitch depuis très longtemps. Au départ, c'était des jeux, et maintenant, elle fait de l'art. Oui, je streamais déjà de l'art sur Justin TV. Wow, c'était l'ancien temps. Kelly Toki est illustratrice de jeux vidéo. Elle fait partie de l'aventure Twitch depuis le premier jour.
On était juste une bande de gamins. On traînait en after-party. On s'amusait, on partageait nos On idées. partageait les mêmes idées, on voulait s'amuser et se faire de nouveaux amis. Et maintenant, on fait partie de cette industrie à 1 milliard de dollars. C'est complètement dingue. C'est vrai que ça les vaut. Je comprends. Cet accès à la culture jeune, Amazon s'est dit, il nous la faut. Kevin Lin et ses associés auraient empoché chacun, selon nos estimations, près de 125 millions de dollars pour vendre leur entreprise. Un exemple qui donne des idées à beaucoup de gens en Californie. Dans la région de San Francisco, il y a 60 000 Français, 20 000 travaillent dans la technologie. Et parmi eux, il y en a une qui va plus vite que les autres. Elle s'appelle Mathilde Collin et elle a 29 ans. Avec son look d'étudiante, la jeune femme ne paye pas de mine. Elle est pourtant à la tête d'une des sociétés les plus connues de la région, Front. Elle est parisienne. Bonjour. Et a démarré à San Francisco de zéro. Sa chance, c'est que rapidement des investisseurs ont cru en elle. Je suis arrivée il y a 4 ans. Je suis allée dans un accélérateur qui s'appelle Y Combinator. On est resté 3 mois. Après les 3 mois, on a levé 3 millions de dollars. Un an après, on a levé 10 millions de dollars. Un an et demi après, on a levé 66 millions de dollars. Mathilde est venue en Californie avec une idée toute simple. Elle a inventé un nouveau logiciel de messagerie qu'elle vend aux entreprises. Il permet de centraliser sur une seule et même boîte de réception les SMS, les emails, Twitter ou Facebook. L'email n'a pas évolué ces 10 dernières années et donc nous on a décidé de recréer une solution mail mais spécifiquement pour le monde d'aujourd'hui qui est collaboratif, qui est intégré, qui est multicanal. Donc on utilise l'email, mais on utilise aussi Twitter, Facebook, etc. Et donc on a tout ça en un seul logiciel. Ça cartonne. Il y a des milliers d'entreprises qui l'utilisent et qui sont contentes de l'utiliser. Du haut de son diplôme d'HEC, elle ambitionne rien moins que de ringardiser Gmail et Outlook, autrement dit Google et Microsoft. Ok. Comme chez Twitch, tout se passe dans un open space, sauf qu'ici, il n'y en a qu'un seul. Ces bureaux abritent tout de même plus de 80 personnes, profil ingénieur ou école de commerce. Sa réussite est saluée par la presse économique. Les Échos en France, Forbes aux États-Unis, même le journal Elle lui a consacré un article. La jeune femme a même reçu les félicitations écrites de Barack Obama. Chez elle, pas de salle de jeu ou de flipper, son truc à elle, ce sont les Legos. L'histoire des Lego, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un de nouveau rejoint l'équipe, la personne peut choisir le Lego qu'il veut et ensuite le construire avec d'autres personnes de l'équipe. Et donc c'est un moyen qu'on a trouvé pour que la personne qui vient d'arriver chez Front puisse collaborer avec des personnes de l'équipe de manière un peu ludique. Et ensuite les Lego, on les met ici et tout le monde peut les voir. Le premier c'est le mien et le premier c'est ce minivan Volkswagen que vous voyez ici, que j'ai construit il y a plus de 4 ans maintenant. Et le dernier? Le dernier, je ne sais plus. Un des derniers, c'est ce Taj Mahal qui est un des plus gros Lego qui existent sur Terre, qui nous a pris à peu près 6 mois à construire. J'aimais les Lego quand j'étais enfant et je n'ai jamais vraiment grandi. Dans la vie réelle, la jeune patronne a pourtant bien grandi. Tous les lundis matins à 8h30, la semaine commence par un discours de motivation des troupes. Vous me demandez tous quand aura lieu notre prochain week-end d'entreprise. Voilà ma réponse, je n'en sais rien. Je voudrais revenir sur un point. Comme vous le savez, ces sorties dépendent des bons résultats de l'entreprise. Plus on sera efficace, plus on profitera. Mon objectif est de vous offrir 2 sorties par an. Donc, c'est à vous de jouer. Ne paniquez pas. Vous le saviez. En public, Mathilde est tout sourire avec ses équipes. En petit comité, gare aux employés les moins performants. Ils ont droit à des mises au point personnalisées dans ces petites cabines qui servent aux conversations privées. Et pour être bien sûr qu'ils donnent leur maximum, les performances de l'entreprise s'affichent en temps réel sur ces écrans. On a des objectifs tous les trimestres et ce tableau de bord nous permet de savoir si on est en retard ou en avance sur nos objectifs. Donc ici, il y a une ligne bleue,
une ligne jaune. Si on est au-dessus avec la ligne bleue, ça veut dire qu'on est en avance. Si on est en dessous, ça veut dire qu'on est en retard. Donc là, on est en train de faire nos objectifs. C'est pas pour leur mettre la pression, c'est vraiment pour que tout le monde sache pourquoi ils sont en train de travailler, au rythme auquel ils sont en train de travailler. Elle sait aussi récompenser les meilleurs de la classe. Voilà le trophée. Elle a inventé un trophée spécialement dédié à cela, en Lego. Whitney est notre employé de la semaine. Explique-nous pourquoi. Et s'il te plaît, tiens ça. J'ai surtout développé des partenariats avec des sociétés émergentes. J'ai beaucoup travaillé sur la possibilité d'organiser des réunions virtuelles grâce à notre logiciel Front. Et pour être franche, ça a plutôt bien marché. Super, merci. C'était parfait. Exactement ce qu'il fallait dire. Selon moi. Le modèle de réussite de la jeune Française, c'est ni plus ni moins que Google. À 30 km du centre-ville de San Francisco, voilà la Silicon Valley. C'est le cœur de la nouvelle richesse de la Californie. Des milliers d'hectares de bureaux. C'est ici que sont nés Apple, Facebook, Amazon ou Tesla, ce qu'on appelle les GAFA. Le numéro 1, c'est Google. Son siège social, le Googleplex à Mountain View, s'étend sur plus de 20 hectares et compte plus de 11 000 employés. Pour attirer les meilleurs ingénieurs du monde, la compagnie a créé une véritable petite ville dans la ville. On s'y déplace à vélo. Et on peut même jouer au beach volley pendant sa pause déjeuner. Pour montrer sa puissance, le géant du net organise une fois par an un événement exceptionnel, le Google I.O. C'est le patron en personne, Sundar Pichai, qui ouvre cette convention devant 6 000 ingénieurs. Merci à tous d'être venus. Nous allons vous présenter toutes nos nouveautés. Nous y retrouvons Joachim, notre ingénieur français de chez Twitch. Il vient ici chaque année. On a plein d'informations sur les nouvelles choses qui sortent, les nouvelles technos, tous les nouveaux produits. Là, on a une nouvelle version d'Android qui vient d'annoncer. Elle est fantastique. Moi, je suis super excité. À chaque fois, on sort de là, on a envie de faire des applis, on a envie de faire des projets, on a envie de croquer le monde un peu. Ces bulles abritent des ateliers de travail et les dernières trouvailles de Google en robotique. C'est le cas de ces étranges fleurs artificielles qui réagissent en fonction des émotions de ceux qui les regardent. Ou encore de ce drôle de robot contre lequel Joachim joue à pierre-feuille-ciseaux. Et voilà, il a fait ciseaux quand t'as fait feuille. Ça y est, 2-1, j'ai perdu. Super ton projet. Pour améliorer le site de Twitch, Joachim a besoin de tout savoir des dernières trouvailles de Google. Bonjour, content de vous rencontrer. Cet ingénieur est un spécialiste de la réalité augmentée, une technologie qui permet d'intégrer de la 3D dans son téléphone. Ah, j'aimerais bien l'essayer. Ok. Tu vois le plan, et du coup, ça c'est complètement interactif. Pardon, tu peux voir la forme bouger. Donc tu peux imaginer ça avec un poster du nouveau film qui va sortir. Et bam, c'est le héros qui sort et qui te dit hey, viens voir. Ici, on vit déjà dans le monde de demain. Quand j'étais en France et je voyais les nouveaux produits sortir, les nouvelles startups, etc., j'avais toujours l'impression d'être un peu derrière, d'être un peu en retard. Alors qu'ici, on est au front, on est les premiers. On invente les choses ici. Mais si Joachim vient chaque année, c'est surtout pour y retrouver un de ses amis. Ok, mon pote m'a répondu, on va aller le voir. Il est en train de se préparer là pour son talk, mais je pense qu'on peut lui faire un petit coco. Il s'appelle Romain Guy et il fait le show sur la grande scène. Arrivé il y a 12 ans pour un stage à San Francisco, c'est aujourd'hui un des cadres supérieurs de Google. Les deux hommes se connaissent depuis leur arrivée à San Francisco. 160 pages. Ça fait longtemps que je suis et que je regarde des trucs où je suis toujours impressionné de autant de savoir que tu as. Et du coup, quand je suis arrivé ici, bon, comme on est français, voilà, on se retrouve, etc.
Du coup, on a discuté et voilà, maintenant on est potes et donc c'est vraiment sympa. Étant en charge d'équipe chez Google et ce genre de choses, moi j'ai plus trop les mains dans le code, enfin un peu moins qu'avant. Donc je viens surtout présenter les choses qu'ont fait les autres, mes collègues qui restent au travail et qui ont fait tout le gros boulot en fait. Et c'est aussi une façon pour nous d'inspirer les développeurs, ça se dit en français ça? Ouais, complètement. Je vais faire mon Jean-Claude Van Damme. Inspiré, mais surtout débauché. Chaque année, Romain Guy tente de convaincre son ami de le rejoindre chez Google. Il veut pas... C'est trop loin de San Francisco. Je peux pas te dire, ça prend 2 heures de venir ici. Non, mais c'est toujours... Google, c'est toujours un rêve pour les ingénieurs. Mais le truc qui est bien à la Silicon Valley, c'est qu'il y a plein d'autres boîtes et des trucs très intéressants et peut-être un peu plus petits en tant qu'échelle. Non, il faut que tu avoues, c'est juste que tu adores jouer et donc c'est pour ça que tu es chez Twitch. Et moi, je suis dans une boîte qui me... Monsieur veut faire des jeux vidéo. Complètement. Donc, moi, je me plais très bien là où je suis. Apparemment, le transfert de Joachim chez Google, ce n'est pas pour tout de suite. Dans la Silicon Valley, on peut monter très haut, très vite. On peut tout perdre et aussi renaître de ses cendres. Navin Jain est un ancien haut dirigeant de Microsoft, la société de Bill Gates. C'est aujourd'hui un des patrons les plus mégalos de la Silicon Valley. Il est d'origine indienne, il a 58 ans et tous les matins, après son tour en Ferrari, il commence sa journée de travail par une prière. Ce n'est pas juste le fait de prier. Je recherche la joie et la paix au plus profond de mon être. Quand vous tombez amoureux de vous-même, vous êtes capable d'aimer le monde entier. Il aime le calme et la méditation. Mais David Jain aime aussi tout ce qui brille. J'ai des antiquités de Polynésie, des palmiers et aussi des magnifiques statues italiennes en marbre. Tout ça fait que cet endroit est vraiment paisible. Regardez ça, c'est le trône de Toutankhamon. C'est une réplique totalement fidèle. Il en existe vraiment très peu dans le monde. Une de ses passions, c'est l'espace. Il suffit de pousser la porte de son bureau à l'étage. Partout, des maquettes de vaisseaux spatiaux et surtout des fragments de roches venus d'un peu partout dans la galaxie. Ça, c'est une météorite qui est tombée quelque part en Russie. C'est tout petit, mais si on essaye de le porter, c'est vraiment très lourd. Ça fait au moins 25 kilos. Navin Jain est passionné par tout ce qui vient de l'univers, mais pas seulement. Là, il pose avec ses amis milliardaires, Warren Buffett, Richard Branson, Elon Musk. Dans son bureau, il y a même une photo de sa famille avec le couple George et Laura Bush. Sur Internet, Navin Jain a créé un site à sa propre gloire, navinjain.com. Il y met en scène ses meilleures interviews. Il y livre ses maximes de vie, comme celle-ci. L'humilité est la clé du succès. Avant de faire la liste des récompenses qu'il a obtenues. Il y a même un lien vers un film qui raconte sa vie. Comment devenir milliardaire. How to be a billionaire. Dans la réalité, sa biographie est plus controversée. Hello, I'm Bill Gates. Dans les années 90, aux côtés de Bill Gates, il a été un des patrons de Microsoft et un des inventeurs de Windows. Il se met ensuite à son propre compte et crée InfoSpace, une des premières sociétés à fournir des contenus pour les téléphones mobiles. Après une croissance fulgurante, sa société fait faillite et il est condamné par un tribunal pour avoir floué ses actionnaires. Aujourd'hui, il a trouvé un nouveau cheval de bataille, le business de la santé. Personne ne devrait souffrir dans le monde. Plus personne ne devrait mourir du cancer, ni de maladies chroniques, ni encore plus de maladies mentales. Les gens n'auront plus de diabète, ni de maladies auto-immunes. On ne peut plus attendre que ça arrive. Il faut créer ce monde ensemble. Navin Jain a installé ses bureaux à Mountain View, à 2 pas de Google et Facebook. Sa société s'appelle Viome. Il y vient une fois par semaine. Miss Hélène, comment ça va?
Salut Navin, contente de te voir. T'arrives à temps pour la vidéoconférence. Le milliardaire surfe sur une idée très à la mode, les secrets de notre intestin. Il propose d'analyser vos excréments pour établir une sorte de carte d'identité médicale de votre corps. Il s'est entouré de plusieurs médecins et chercheurs spécialisés dans la médecine du microbiote intestinal. L'idée n'est pas facile à vendre, alors il mise sur l'image et sur le packaging. Ok, allons-y. Je voulais te montrer le nouveau packaging du kit qu'on va lancer à la fin du mois. Ah, c'est super. J'adore ce truc magnétique. J'adore aussi la couleur. Et à l'intérieur se trouve notre kit intelligent pour intestin. C'est vraiment très simple. Vous ouvrez ce tube, vous prélevez un tout petit échantillon de vos selles, vous le mettez dans le tube et vous mélangez. Vous le mettez ensuite dans une enveloppe prépayée et c'est tout. Imaginez que ce tout petit prélèvement de sel va tout nous dire sur ce qui se passe dans votre corps et surtout comment fonctionne votre organisme. Et on pourra vous dire quels sont les bons aliments pour vous et surtout ceux qu'il faut éviter à tout prix. Tout se passe sur Internet. Pour 399 $, vous recevez diagnostic et prescription sur votre smartphone. Ce jour-là, Navin Jain doit rencontrer de gros investisseurs intéressés pour s'associer à son aventure. Sa femme l'accompagne. Salut, content de te voir. Bienvenue à bord, Navin. Le milliardaire a rendez-vous à 2000 km de San Francisco. Il a loué un jet pour l'occasion. Destination, le désert du Nouveau-Mexique, à Los Alamos. L'endroit est célèbre pour avoir abrité pendant les années 40 et 50 les essais nucléaires américains. Aujourd'hui, c'est là que se trouve un des plus grands centres de recherche médicale des États-Unis et du monde. Navin Jain y a installé son laboratoire d'analyse. C'est là qu'il a donné rendez-vous à la représentante d'un des plus gros laboratoires de cosmétiques au monde, Beiersdorf, propriétaire de la marque Nivea. Je vous présente le docteur Inkengroth. Elle vient sur place pour se rendre compte du potentiel de Viome et pour une éventuelle collaboration. C'est notre première rencontre de travail. Nous cherchions des entreprises qui faisaient des recherches poussées en microbiologie et biotechnologie. C'est comme ça que nous avons contacté Navin sur LinkedIn et il est très rapidement revenu vers nous. Et maintenant, nous sommes là. Ah, les échantillons du jour sont arrivés. Ce sont les échantillons? Du caca tout frais. Ça vient de nos clients. Comme vous pouvez le voir, nous recevons beaucoup d'échantillons. Celui-ci vient d'Ontario, au Canada. Et celui-ci d'un peu plus loin, d'Angleterre. La firme reçoit chaque jour environ une centaine de ces enveloppes pleines d'excréments venus du monde entier. Pour rassurer l'Allemande sur sa crédibilité, Navin lui présente son laboratoire médical, Dernier Cri. Bonjour. Son objectif, c'est de convertir le groupe allemand spécialiste de la beauté à ce business moins glamour. Si j'étais le patron de votre société, voilà ce que je ferais. Avec la cosmétique, vous soignez le corps par l'extérieur. Ça, c'est le court terme. Moi, ce que je vous propose, c'est sur du long terme. Vous devriez soigner le corps aussi par l'intérieur. Comme ça, votre marque soigne l'intérieur, mais aussi l'extérieur. À la fin de la visite, c'est l'heure de parler business. On peut couper là, s'il vous plaît? Je pense que ça doit rester privé. Pendant 2 heures, Navin Jain va exposer dans les moindres détails son projet de partenariat avec la marque allemande. Et apparemment, il est convaincant. Navin est très impressionnant. C'est un homme passionné qui croit tellement en son idée qu'il en devient contagieux. Dès qu'il vous parle, vous êtes conquise et vous voulez travailler avec lui. Selon nos informations, les négociations entre Viome et le groupe Beiersdorf n'ont pas encore abouti. Retour à San Francisco. Dans l'univers des nouvelles technologies, il ne suffit pas d'avoir une bonne idée, encore faut-il savoir la vendre. C'est aujourd'hui la première préoccupation de Mathilde Collin, la jeune patronne française.
Donc là, on a une réunion de 3 heures avec une agence de PR qui va nous aider à parler au mieux de Front. Donc c'est une agence qui a aidé des boîtes comme Amazon, Lyft, Airbnb, Facebook, Instagram, parler de ce qu'elles font. La directrice de l'agence a voulu travailler avec nous parce que, d'une part, je pense qu'on est une équipe avec laquelle elle se voyait bien travailler, et d'autre part, parce qu'elle a vu le potentiel du produit. En fait, cette agence utilise Front. Becky Porter est une des communicantes vedettes de l'industrie de la technologie. Mais quand Mathilde Collin rentre dans la pièce, c'est devant elle que tout le monde se met au garde à vous. Hi, Ariana. Hi, Mathilde. So nice to meet you. Kimmy. Nice to meet you. Good to see you. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Tout le monde a quelque chose à manger? Mathilde est une personne brillante, c'est une vraie rockstar. C'est une personnalité très reconnue ici à San Francisco, car elle a fait une percée fracassante sur un marché qui avait besoin d'un coup de dépoussiérage. Nous sommes vraiment très excités de travailler avec cette équipe. Merci. Mathilde, je me trompe ou vous avez rougi? Ça vous fait plaisir qu'on vous complimente de cette façon? Ça me fait plaisir. Pendant 2 heures, les communicants et la Française vont brasser des idées. Chaque mot est pesé, malaxé dans tous les sens. Mathilde ne sait pas encore ce qu'elle veut, mais elle sait déjà ce qu'elle ne veut pas. Je n'aime aucune de ces propositions. Je trouve que le mot « joie » est mal choisi, car il renvoie trop aux émotions. Et comme je l'ai déjà répété, je veux un message concret et impactant. C'est très important. Oui, je comprends. On va ajuster nos propositions selon vos envies. J'ai déjà quelques options en tête. Et on fera mieux la prochaine fois pour mieux définir la vision de Front. La communicante est un peu dépitée. Elle devra retenter sa chance la semaine suivante avec de nouvelles propositions. C'est hyper important parce que tous les gens qui vont écouter notre message, que ce soit des potentiels clients, des potentiels investisseurs, des potentiels recrues, ils entendent toute la journée des idées de boîte. Et je pense que d'être impactant en quelques mots, ça va nous permettre d'avoir et les meilleurs clients, les meilleurs recrues et les meilleurs investisseurs. Chez Mathilde, les journées se terminent souvent en musique. La boss, elle, est plutôt branchée foot. Je vais faire un match de foot, donc on a maintenant une équipe de foot puisqu'on est assez grand pour avoir quelques joueurs pour jouer tous les lundis. Et c'est notre dernier match de la saison. Direction le plus grand parc de la ville, le Golden Gate Park. Waouh, ça va être génial! L'entreprise de Mathilde participe tous les lundis à un tournoi de football qui oppose les startups de la ville. Arrêtez les gars, vous voyez bien que j'ai fait exprès. En plus, je l'aurais eu la reprise de volée. Même au football, la patronne se prend un peu au sérieux. On joue contre Twitch, qu'on a déjà rencontré. On a fait match nul, donc ce soir on espère gagner. Et ce soir, après un match difficile, son équipe gagnera 2-0 contre Twitch. La Française a bien l'intention de faire souche dans ce paradis 3.0. Elle habite le quartier chic de Haight-Ashbury et ce dimanche, elle fait un barbecue pour préparer son mariage à San Francisco. On a un verre de trop? Oui. Parfait. Ok, bah laisse-le quand même. C'est un jour important. Son papa est venu de France pour l'aider à choisir les vins. Ça ne regardera pas dessous, c'est interdit. Aujourd'hui, on va faire un barbecue avec nos amis et on va en profiter pour déguster les vins du mariage. Parce que Cyril et moi, qui habitons ici depuis 4 ans, avons décidé de nous marier en Californie. Son fiancé Cyril Yaha! Cool. est là aussi, bien sûr. C'est pas du vin californien. C'est un Français, HEC comme elle, et un de ses employés. Je dis rien surtout. Mais pas celui-là. Et apparemment, à la maison, elle délègue. Cyril. Non, le vin sera américain. Le vin américain a assez mauvaise presse en France et nous on fait venir beaucoup de Français à notre mariage. Donc on aimerait un petit peu casser cette image et montrer qu'ils savent faire du vin pas mal aussi ici. Mariage français à la sauce américaine. Mathilde a prévu les agapes pour l'été prochain.
sur les hauteurs résidentielles de Nob Hill, à 2 pas du quartier d'affaires, à l'autre bout de la ville, nous retrouvons Joel Goodrich, le magnat de l'immobilier, dans son appartement. La vue est à couper le souffle, la déco aussi. Cet appartement a été publié plusieurs fois. Le dernier article titrait « Versace rencontre Versailles dans le ciel ». J'ai choisi une architecture plutôt classique. Par exemple, ces colonnes iconiques. Les peintures et la décoration font penser au musée du Louvre. Et la salle principale a été entièrement pensée pour faire des réceptions le soir. Ça brille et c'est doré. À San Francisco, personne ne connaît mieux l'immobilier de luxe que Joel. Cet ancien patineur artistique et mannequin dans sa jeunesse cumule près de 750 millions de dollars de ventes. À San Francisco, on a des biens qui sont vraiment très chers. Des appartements qui se vendent 30 millions de dollars, ou encore des maisons à plus de 40 millions de dollars. L'immobilier de luxe est un marché très concurrentiel, alors pour rester numéro 1, Joel doit sans cesse faire le buzz. Ce soir, il organise une fête dans une maison du quartier huppé de Nob Hill qu'il espère vendre 12 millions de dollars. La voilà. La bâtisse est immense. Elle est décorée de vitraux d'artistes et équipée d'un cinéma privé. Elle a appartenu à Nicolas Cage, l'acteur oscarisé. L'agent immobilier a engagé un décorateur et acheté des meubles spécialement pour la soirée. Son but, c'est que la fête soit mémorable. Bienvenue à tous pour une soirée super glamour. Ma collègue Anne et moi-même, on vous remercie d'être venus, on vous a prévu plein de surprises. Et ça commence par un défilé de mode d'une créatrice hyper branchée. Le roi de l'immobilier a même payé pour ce petit show de mode. Il a surtout invité tout ce que son carnet d'adresses compte de jet-setters, de riches San-Franciscains et d'influenceurs. En retard, mais c'est à cause de la robe. Ça valait le coup, elle est superbe. Je te présente Ted, c'est le propriétaire de la maison. Parmi les invités, Valérie Orsoni, une Française installée à San Francisco depuis 17 ans, coach sportif pour milliardaires et habituée des réseaux sociaux. Je me sens bien parce que j'ai une jolie robe. Ça tient pas à grand chose parfois le bonheur, c'est un peu superficiel. Mais... Et en plus, bien, Mathilde, la danseuse étoile du ballet de San Francisco, qui est française en plus, donc voilà. En tout, Joel aura dépensé près de 200 000 dollars pour organiser cette soirée. On a montré la maison aux influenceurs les plus populaires de la ville. C'est une publicité formidable, la meilleure possible. Ce soir, certains invités ont demandé à revisiter la maison en privé. Si certains dépensent jusqu'à 10 millions pour un collier en diamant, pourquoi pas 12 millions dans une maison? Si Valérie Orsoni, la Française, est connue parmi la jet-set de San Francisco, c'est qu'elle tient un blog très suivi. C'est une pionnière des nouveaux modes de vie de la ville, comme ici, dans son appartement. C'est un caisson à infrarouge qu'on appelle long spectre, qui est large spectre plutôt, qui permet à la chaleur, aux infrarouges, de pénétrer très profondément dans les tissus. Et donc ça va me permettre de me relaxer, de libérer beaucoup de toxines et puis surtout de me tenir prisonnière avec mes mains dedans, donc pas de réseaux sociaux pendant 30 minutes. Elle habite un immense loft dans le quartier bohème de Mission. Elle se sent comme chez elle partout à San Francisco, ou presque. Son souci en ce moment, c'est son voisinage. San Francisco ne compte pas que des riches. La ville compte près de 10 000 SDF qui errent au milieu des habitants, des touristes et des enseignes de luxe. Ils vivent dans des tentes, attirés par le climat et la tradition de tolérance de la ville. La plupart se sont installés en plein centre-ville ou dans les quartiers branchés, comme celui de Valérie Orsoni. Avant, ici, c'était couvert de tentes et c'est un énorme trafic de drogue et de vélos volés.
Avec ses voisins, la Française a dû imaginer une parade pour transformer son trottoir. Comme vous pouvez le voir ici, on s'est cotisé pour payer des bacs à fleurs qu'on a installés ici, mobilier urbain, pour empêcher l'installation de tentes qui entraînent, comme vous le savez, le trafic de drogue et toute une criminalité qu'on souhaite éviter. Aujourd'hui, les SDF ont déserté son pavé. Le problème, c'est déplacé dans la rue voisine. Oh, il y a pas mal de policiers, bon, on va y aller, on va y aller. 2 policiers sont justement en train de faire évacuer la rue. À Nob Hill, dans les quartiers riches, tout est nettoyé tous les jours. Chez nous, c'est 1 fois par semaine ou des fois 3 fois. Je me suis battue pour que ma rue, ça soit 3 fois par semaine. Donc je veux qu'on soit traité au même niveau. Hey, good morning. Bonjour monsieur l'agent, comment allez-vous? Je leur demandais de quoi elles avaient besoin. Car on a des numéros de centre, mais je veux savoir ce qu'ils veulent. Vous avez essayé les centres sociaux? Pardon, je ne vous ai pas demandé votre nom. Eddie. Moi c'est Valérie. Et vous? Myriam. Alors vous me parliez des centres sociaux et des foyers, vous avez essayé? Oui, on a essayé, mais il n'y a pas de place. Ça n'a pas marché pour nous. C'est difficile de trouver un travail quand on est SDF. Les centres sociaux sont remplis de personnes ayant des troubles mentaux. On aimerait bien s'en sortir, mais nous n'avons pas les ressources nécessaires. Donc vous, ce que vous voulez, c'est sortir de la rue? Je ne pense pas être né pour vivre dans la rue. John, l'officier de police, travaille dans les rues de San Francisco depuis 20 ans. Et il est un peu désabusé. La loi leur interdit de rester dans la rue. Ils n'ont même pas le droit de s'asseoir dans la rue entre 7h et 23h. Mais bon, il y a la loi et l'esprit de la loi. La loi, c'est dégager. L'esprit de la loi, c'est aidons-les et essayons de savoir ce dont ils ont besoin. C'est la vie quotidienne dans notre grande ville. Ça ne s'arrête jamais et c'est épuisant. Ce jour-là, l'évacuation se passe dans le calme. Ce n'est pas toujours le cas à San Francisco. Sur Internet, on trouve des dizaines de vidéos d'évacuation de SDF, plutôt musclées. Excusez-moi, je vais vous demander de reculer. Sur cette vidéo, filmée quelques jours auparavant, dans le même quartier de Mission, on voit les employés municipaux embarquer sans état d'âme les affaires d'une SDF, tandis que les policiers la tiennent menottée. Nous montrons ces images aux policiers. Peu importe qui a filmé ça, il filme seulement une partie de l'intervention. C'est typique des vidéos anti-flics. Ils ne montrent pas la prise de contact avec le SDF. Ils font toujours pareil. Ils attendent que l'on fasse usage de la force. Je peux vous dire que ce gars n'a jamais utilisé sa matraque. Non, jamais. Moi non plus, parce que nous, on est lutteurs. On est des catcheurs, on les attrape avec nos bras. On n'a jamais fait usage de la force, on n'a jamais de matraque ou quoi que ce soit. Nous avons retrouvé l'auteur de cette vidéo. Son association est basée à Tenderloin, là où se concentre la misère des rues de San Francisco, à quelques blocs seulement des locaux de Twitch. Kelly Cutler est une militante d'une association de défense des sans-abri. Certains disent « J'ai payé 5 millions de dollars pour mon appart, je ne devrais pas voir des pauvres en bas de chez moi. Je veux que mon quartier soit nettoyé, c'est ce qu'ils disent. » Alors ils écrivent au maire, ils appellent la police, ils appellent beaucoup la police. Mais les gens ne disparaissent pas pour autant. Ils passent de trottoir en trottoir, car ils n'ont nulle part où aller. San Francisco est la ville la plus inégalitaire des États-Unis, devant New York ou Miami. Pourtant, la région à elle seule pèse 720 milliards de dollars de PIB. C'est la 12e puissance économique du monde. Le quartier de Tenderloin, dans le centre-ville de San Francisco, est l'un des plus défavorisés de la ville. Il concentre à lui seul 57% des 10 000 sans-abri. Un quartier sensible, ravagé par la drogue, malgré une forte présence policière. Ce quartier, personne ne le connaît comme Dale Seymour. À la fin de la guerre du Vietnam, ce vétéran, originaire de Chicago, choisit de s'installer ici. Il y a vécu plusieurs vies, tour à tour vendeur de drogue, SDF, pompier ou chauffeur de taxi. À 72 ans, Dale Seymour est une figure emblématique du quartier.
Ici, impossible de faire 2 pas sans qu'il ne se fasse accoster. Hey, ça va mon vieux? Comment ça va? Ça va ou pas? Ça va et toi? Qu'est-ce que tu fais de beau? Je reviens du marché. Tout le monde vous connaît ici? Ouais, je connais beaucoup de monde ici. Est-ce qu'il y a un profil type du sans-abri? Il y a des personnes de 14 à 94 ans qui sont à la rue. 14 ans? 14 à 94 ans. Si Dale Seymour connaît si bien le problème, c'est qu'il a lui-même été à la rue pendant 12 ans. Comment êtes-vous passé de vendeur de drogue à philanthrope? Mon salut, c'était Jésus. On m'a invité à l'église du quartier. Tout le monde s'est mis autour de moi et m'a pris dans ses bras. Ils m'ont tendu la main, ils m'ont parlé très gentiment. Et personne n'avait pris soin de moi comme ça depuis 10 ans. Et ce jour-là, j'ai décidé que je ne retournerai pas à mon ancienne vie de drogué. Il faut savoir que j'étais un gros dealer de drogue dans ce quartier. Et je me suis fait arrêter 14 fois. Vous avez déjà fait de la prison? Oui, plein de fois. La semaine dernière, je me promenais et je suis tombé sur le policier qui avait l'habitude de m'arrêter. J'ai été arrêté 14 fois, lui, il m'a arrêté 11 fois. Pour Dale Seymour, la solution au problème des sans-abri à San Francisco n'est pas centrée sur la recherche d'un logement. Pour lui, la clé, c'est l'emploi. Il a donc créé Code Tenderloin, une start-up qui propose aux participants un programme pour leur apprendre à rédiger leur CV, les préparer aux entretiens d'embauche ou leur donner une formation de code informatique. Qui finance votre association? La municipalité de San Francisco, des entreprises comme Uber, Microsoft, Salesforce ou Twitter, que des grosses boîtes. On reçoit aussi des fonds de particuliers. Hier, un homme m'a donné un chèque de 9 000 €. Un autre donateur nous a envoyé un chèque de 45 000 € tout droit de Malaisie. On m'a dit qu'il y a 2 maires à San Francisco et que vous êtes l'un d'eux. Oui, mais mon mandat est à vie. C'est moi le meilleur maire parce que je n'ai même pas à me présenter. Depuis son lancement en 2015, Code Tenderloin a permis à 335 personnes de retourner au travail. Parmi ces étudiants, des sans-abri, d'ex-détenus ou des accidentés de la vie. Randy Gauthier est l'un d'eux, ancien employé de Google puis patron de sa propre start-up. Il a tout perdu après un grave accident de la route. Dans un pays où la protection sociale existe à peine, la chute peut être aussi rapide que la réussite. J'ai grandi dans la pauvreté, mais j'ai quand même réussi à intégrer l'université de Berkeley. J'ai gravi les échelons. Je roulais dans une BMW à 100 000 € à 220 km/h et j'ai eu un accident. J'ai tout perdu petit à petit. Et comment vous êtes-vous retrouvé ici? Après mon accident, j'ai été handicapé et j'ai dû tout reprendre à zéro, dans ma vie personnelle et professionnelle. Et vous êtes SDF? Oui, actuellement j'habite dans un centre d'hébergement et je suis à la recherche d'un emploi et d'un logement stable. C'est ce qui me pousse à sortir du lit tous les matins. Malgré tout, avec le recul, est-ce que vous êtes sorti grandi de cet accident? Oui, c'est une nouvelle opportunité. On est aux États-Unis. Ici, tout est possible. Randy est encadré par Victoria Westbrook, une autre survivante à qui la vie n'a pas fait de cadeau. Comment avez-vous décidé de vous investir dans cette association? Je suis moi-même diplômée de ce programme. Avant ça, j'étais en prison pour trafic de drogue. J'étais accro à la méthamphétamine pendant 20 ans et ça m'a coûté mon travail. Donc j'ai commencé à vendre de la drogue pour survivre. Et un jour, la police a frappé à ma porte. Et que pensez-vous de la manière dont le gouvernement américain gère la pauvreté? Beaucoup de gens à San Francisco sont à 2 doigts d'être à la rue. Un grand nombre de sans-abri de la ville ont un emploi. Mais on ne peut pas vivre avec un SMIC de 13 € de l'heure ici. Pas avec un seul boulot. C'est impossible. Pour aider les étudiants à mettre toutes les chances de leur côté, l'association couvre leurs dépenses du quotidien. Qu'ils aient besoin d'un ticket de bus, d'un abonnement de portable ou de payer la crèche pour leurs enfants. Le but ultime est de pousser les entreprises de la net économie à embaucher localement
et diversifier leurs effectifs. Je t'aime. Appelle-moi demain. Ça roule. C'est une bénévole? C'est une de mes anciennes élèves. Tous ces gens qu'on a croisés sont mes étudiants. Enfin, anciens étudiants. Ils travaillent tous maintenant. Elle était sans emploi pendant 10 ans et maintenant elle bosse. Tiens, je vais vous présenter Elisabeth. Elle est aussi étudiante et elle est en stage chez nous. Vous étiez au chômage, sans abri? Oui, j'ai trouvé refuge dans un centre où je dors avec mes 2 filles. C'est dur de trouver un logement ici. C'est très cher? Oui. Ça irait mieux si j'avais une aide au logement, mais c'est très dur à obtenir et je ne remplis pas toutes les conditions. Je suis entre 2 tranches, ma situation n'est pas assez précaire pour recevoir des aides sociales. Si j'avais une maladie mentale, par exemple, ou une addiction, j'aurais été placée en priorité. C'est pour ça que je suis venue chez Code Tenderloin. Je veux une vraie carrière, pas juste un job dans un supermarché ou un fast-food. C'est pas ça qui me permettra de payer mon loyer. Comment ça va, ma chérie? Elle aussi est une diplômée de chez nous. Elle travaille pour Uber maintenant. Et comment ça se passe? Comment est la vie maintenant? Très bien. Dell a été d'une aide précieuse pour moi. On était SDF ensemble il y a 25 ans. Avec seulement 1200 places dans les hébergements recensés à San Francisco, le problème des sans-abri est loin d'être résolu. Ça, ce sont les résidences pour les sans-abri. Et vous avez suffisamment de place pour tout le monde? Non, c'est ça le problème. On a besoin de 6000 chambres supplémentaires. L'autre défi auquel la ville doit faire face est celui du recyclage. Aux États-Unis, le pays générant le plus de déchets au monde, la ville californienne fait figure d'exception. Avec bientôt 100% de ses détritus recyclés, San Francisco est aujourd'hui la ville la plus écologique de la planète. À quelques minutes du centre-ville, voici où se joue l'essentiel de cette révolution. Ce hangar maritime de 20 000 m² sur la baie de San Francisco abrite le plus grand centre de recyclage du monde, Recology. Cette coopérative, pionnière dans le domaine du recyclage, a vu le jour il y a bientôt 100 ans. On reçoit tous les jours 650 tonnes de déchets, des bouteilles en plastique, du papier, du carton. Tout va être trié ici. À l'intérieur, un balai de camions et de chariots élévateurs qui déversent chaque jour des tonnes de détritus préalablement séparés. D'un côté, les déchets organiques, qui seront transformés en compost et revendus aux agriculteurs de la Napa Valley, toute proche. De l'autre, les matières recyclables. Robert Reed est le porte-parole de l'entreprise. Il mène depuis 20 ans le combat contre le réchauffement climatique. Vous savez combien de bouteilles en plastique on consomme tous les ans dans le monde? 500 milliards. C'est un chiffre énorme. C'est choquant. Pour nous faire prendre conscience de l'ampleur de la tâche, Robert nous fait visiter le centre de tri. Ça, c'est le début de la chaîne. Ce tapis fait à peu près 30 mètres de long. Cette chaîne de tri ultra rapide est la plus grande d'Amérique du Nord. Un véritable labyrinthe à l'échelle de la surconsommation américaine. Ça, c'est une nouvelle machine optique qui vient de France. Les machines de Recology sont des bijoux de technologie. Des tapis high-tech munis d'optiques laser qui trient les plastiques et les propulsent vers des bennes grâce à des jets d'air. Qu'est-ce que vous en faites après? Tout ça, ça sera compacté en gigantesques cubes. Chaque tonne de papier recyclé équivaut à sauver 17 arbres. Et on a besoin de ces arbres aujourd'hui plus que jamais, à cause du réchauffement climatique. Derrière ces murs de papier et de carton empilés, prêts à être recyclés, le plastique, lui, attend de partir vers les usines d'Asie du Sud. Mais si le plastique pollue, pourquoi vous l'envoyez en Asie? Pour chaque matière, il faut trouver un marché, quelqu'un qui voudra l'acheter. Pourquoi l'exporter et ne pas l'incinérer alors? Parce qu'incinérer, ça pollue l'atmosphère. Vous savez, on produit 3 500 000 tonnes de déchets par jour dans le monde.
Ça a un grave impact sur l'environnement. On partage tous la responsabilité de réduire la quantité de déchets que nous produisons et de recycler et composter davantage. Alors racontez-moi comment vous êtes parvenu à changer les mentalités si rapidement ici à San Francisco. On éduque les enfants à l'école et on a remarqué que les parents sont très influencés par leurs enfants. Depuis 2009, c'est la loi. Les habitants de San Francisco sont obligés de recycler et composter leurs déchets. Et la ville effectue régulièrement des contrôles avec des amendes pouvant aller jusqu'à 1 000 €. Vous allez atteindre l'objectif 100% recyclage que vous vous êtes fixé pour 2020 ? San Francisco sera la première grande ville de la planète à atteindre le zéro déchet. On va y arriver. Cette aventure industrielle et écologique est aussi une aventure humaine. À travers le recyclage, Recology a réussi à créer du travail pour les laissés pour compte de la ville. Ces emplois, tous réservés aux habitants des quartiers défavorisés, sont rémunérés entre 35 et 70 000 € par an. Et les employés sont tous actionnaires de l'entreprise. Nous avons créé 175 emplois ici. Le recyclage, ça génère 10 fois plus de travail que la déchetterie ou l'incinération. Parmi les salariés de Recology, Jimmy Wilson. Il travaille ici depuis bientôt 10 ans. Je vivais dans la rue depuis que j'avais 10 ans. Recology m'a donné un bon job qui m'a permis d'avoir une carrière et qui m'a sorti de la rue. Je suis passé de 15 à plus de 30 € de l'heure. Ils m'ont accueilli et m'ont donné une chance de réussir. Vous connaissiez Recology à l'époque ? Avant, le métier d'éboueur, ça ne m'attirait pas trop, mais maintenant, je sais que je travaille pour sauver la planète de nos enfants. Si aux États-Unis, seulement 34% des déchets sont recyclés, San Francisco retraite déjà 80% du contenu de ses poubelles, un record mondial. Voilà, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau document d'enquête exclusive. La semaine prochaine, une guerre oubliée au pied de l'Himalaya dans de somptueux décors naturels. La région du Cachemire, pour laquelle se déchirent l'Inde et le Pakistan depuis 70 ans. Dans une des zones les plus militarisées du monde, deux armées se font face le long de 700 km de frontières. Au sud, la partie du Cachemire contrôlée par l'Inde, au nord, celle contrôlée par le Pakistan. Une guerre entre frères ennemis hindous et musulmans qui se joue même jusque dans les rues de Srinagar, l'une des principales villes du pays. Cette guerre, la plus vieille du monde, a déjà causé des centaines de milliers de morts et de déplacés. Partout, quasi quotidiennement, Indiens et Pakistanais se provoquent et s'affrontent, parfois de manière inattendue, voire même cocasse, comme lors de cette parade militaire à la frontière. Cachemire, la guerre sur le toit du monde, c'est dimanche prochain dans Enquête exclusive. Cette émission a été préparée avec Joy Azi, réalisation plateau Mathieu Crescio et Richard Garcia, rédaction en chef d'Enquête exclusive Jean-Marie Tricot et Bertrand Deveau, production Constance Mortegoutte. Bonne soirée sur M6.